Donc là, je suis en train de faire une petite démonstration sur MATLAB pour vous expliquer comment peut-on calculer le plus grand commun diviseur de deux nombres. J'ai commencé donc par demander à l'utilisateur d'introduire une valeur pour A. A, il dénote le premier entier pour lequel je veux calculer le plus grand commun diviseur. B représente plutôt le deuxième entier. Je l'ai lu aussi en utilisant la même instruction. B reçoit input entre parenthèses, entre code simple, l'entier B. Et on a dit que si, dans un message, vous devez avoir l'apostrophe, vous devez alors la dédoubler. Regardez l'effet. Si j'exécute, il me demandera d'introduire une valeur pour B. Par exemple, prenons la valeur 15. Le plus grand commun diviseur, alors, serait quoi? MATLAB ne peut pas le calculer. Il va falloir que je lui explique comment doit-il le calculer. Alors, pour le calculer, j'ai besoin de faire une boucle. Je dois lui dire while A différent de B. Alors, différent, on l'écrit par tilde égal. Tilde égal. Faudra-t-il que je trouve mon tilde? Alors, où est-ce qu'il est? Mon tilde, il est là. Tilde égal. Tilde égal B. Alors, regardez, cette phrase-là, il n'est pas encore complétée. Vous vous souvenez, en fait, quand j'ai entré la première phrase, dès que je valide, dès que je mets entrée, MATLAB, il réagit. Ici, MATLAB ne va pas réagir. Pourquoi? Parce que quand vous dites tant que A est inférieur à B, c'est une phrase incomplète. Il faut alors dire qu'est-ce que vous devez faire. Vous voyez, il attend toujours. Il attend que je complète la phrase. Pourquoi il n'a rien donné? Quelle est la preuve? Vous voyez à quel niveau on se trouve? A est différent de B. Qu'est-ce que je dois faire après? Je dois faire un if si A est supérieur à B. If A est supérieur à B. If A est supérieur à B. En fait, les parenthèses, on pourrait les mettre comme on pourrait ne pas les mettre. If A est supérieur à B, qu'est-ce que je dois faire alors? Si A est supérieur à B, je dois changer A par A moins B. Sinon, else, je dois changer B par contre par B moins A. Ah non, 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 non. On aura commis une petite erreur. C'est grand A et grand B. C'est grand A et grand B. Donc, tout ce que je suis en train de faire, ça serait sans effet. Je vais mettre AND pour terminer la phrase if. Je vais mettre AND pour terminer la phrase while. Mais il va me signaler un problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas de A. Le A n'a pas été défini. Donc, voilà ce que je vais refaire. Je vais mettre A reçoit grand A. Petit b reçoit grand B. Et c'est maintenant que je vais reprendre le while. J'appuie sur Shift, touche de direction vers le haut. Touche de direction vers le haut toujours. Je dois localiser le if. Je dois maintenant localiser la différence, la première différence, le else. La deuxième différence. Puis le and, je vais l'écrire. And. Je dois faire deux and. Ici, en fait, chaque phrase, comme if ou bien while, doit se terminer par and. Donc, le premier and, c'est pour terminer la phrase if. Le deuxième and, c'est pour terminer la phrase while. Maintenant, il va faire le calcul. Regardez, en fait, le petit a et le petit b. Il faut bien regarder là. Actuellement, petit a, il contient la même valeur que grand a. La même valeur que grand b. Maintenant, quand je vais déclencher cette action de répétitive, il va changer. Il va changer A ou bien B jusqu'à ce que les deux soient égales. Regardez, et voici le plus grand commun diviseur. C'est 3. Le plus grand commun diviseur de ces deux nombres, c'est 3. Comment? Léna, il était en train de répéter. À chaque fois, il répète, regarde.
Si on revient en haut, on pourrait même dire combien de fois il a répété. Il était en train de changer le A et le B. Mais en fonction, si A est plus grand que B, il change A. Si A est plus petit que B, il change B. Donc, par exemple, ici, il a fait A moins B. C'était quoi le A? C'est 312 moins 15. Ça donne alors 297. Ensuite, il a changé encore en calculant A moins B. Moins 15 encore. Donc, il est en train de retrancher les 15. À chaque fois, il retranche les 15. À un moment donné, regardez, en fait, quand A devient plus petit que 15, il va diminuer B. Ici, il a calculé B. Il l'a fait une fois seulement. Ensuite, il diminue dans A jusqu'à ce qu'il a trouvé 3. Et là, il arrête de répéter. Pourquoi il a arrêté? Parce qu'actuellement, A égale à B. On le voit bien sur la petite illustration de la mémoire. Ici. On voit clairement que les deux contiennent 3. Donc, il a répondu à notre question. Comment? Supprimer quoi? Ce qu'on a mis là? Il faut refaire l'action. Oui, refaire tout. Alors, justement, c'est ça l'inconvénient de travailler ici. C'est ça l'inconvénient de travailler ici. La programmation, il faut juste s'endormir et ça marche. Alors, il y a beaucoup de casse-tête. Quand vous écrivez par exemple 4 ou 5 phrases et que vous faites une erreur, vous devez refaire les 4 phrases. C'est un casse-tête, ça. Voilà, comme on doit y aller. Et on pourrait copier. On pourrait rappeler les dernières commandes en appuyant sur touche de direction vers le haut, comme ça. Comme on pourrait venir copier là, un morceau. Alors regardez. Mais on a une solution plus efficace. On a pensé à ça justement. On a pensé aux programmeurs qui s'énervent rapidement. On leur a donné alors une possibilité. Regardez. Regardez s'il vous plaît. Regardez. On pourrait donc aller ici, là, en cliquant sur ce petit bouton blanc. C'est juste en dessous de File. Il y a la création d'un nouveau script. On pourrait alors travailler avec un script. Qu'est-ce que ça signifie script? Je vous demande de cliquer sur ce bouton. Le bouton blanc qui est au-dessus de File. شوف l'écran ديالك. هو هذاك الشيء راه c'est facile à localiser. Alors, vous devez avoir ce genre de situation. هكذا. C'est ça ce qu'il va vous donner. Il vous a donné ça. C'est clair? Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous cliquez sur la petite flèche à côté du croix. La flèche croix. Celle qui est en bas. Celle de Windows. La flèche noire. Il y a la croix noire. Il y a à côté une flèche vers le haut. Il y a une flèche vers le bas. Cliquez sur la petite flèche vers le bas. Ça vous permet d'ancrer la fenêtre. Donc, vous avez une première fenêtre. Une deuxième fenêtre là. 3, 4, 5. Mais là, je ne pourrais pas écrire. 5. Par exemple, il est ancré vers la gauche. En haut vers la gauche. Il est ancré en bas vers la gauche. Alors, ces deux-là, ils sont ancrés au centre. La première vers le haut et la deuxième vers le bas. Comment est-ce qu'on pourrait changer cet ancrage? Regardez. Ah oui, c'est la pause, oui. Tu as un objectif, tu ne veux pas t'arrêter sur l'exemple. Vous avez bien vu que on pourrait très bien, pour cet exemple-là, on pourrait très bien entrer commande par commande dans la fenêtre de commande. Mais vous avez vu qu'il suffit juste de se tromper pour refaire tout, ce qui n'est pas du tout pratique. Donc l'idéal, c'est de créer un petit programme qu'on appelle un script MATLAB, dans lequel il faut donc éditer toutes les commandes avant même de soumettre l'ensemble à l'exécution. Donc pour justement créer ce petit script, il faudrait juste cliquer sur ce bouton là, New Script. Je dois attendre. New Script.
D'accord? Ça donne cette fenêtre. C'est une fenêtre que vous pouvez donc afficher en plusieurs façons, en plusieurs modes. Mode flou ou flottant. Donc la fenêtre, il peut bouger, vous pouvez la déplacer là où vous voulez. Ou bien le mode figé, le mode ancré. Pour avoir le mode ancré, Dock Editor. Dock, ça veut dire figé, bien ancré, ancrage. Vous cliquez sur ce petit bouton vers le bas et automatiquement, il va prendre une place. Mais si vous voulez changer les emplacements, par exemple, vous voulez la mettre ici, vous ne faites que la prendre, vous la prenez par sa barre d'outils, donc il faut que vous la mettez de cette manière. Ensuite, vous la prenez. Pourquoi je n'arrive pas à la sélectionner? Et vous la faites poser là à l'endroit où vous voulez. Tout à l'heure, je n'ai pas réussi à le faire. Voilà, comme ça. Vous voyez? Là, c'est bon, je peux s'en sortir. Alors, regardez, en fait, des fois, ça ne marche pas ma tablette. Alors, regardez, en fait, j'appuie sur un bouton de la souris, le bouton gauche, je l'enfonce sur la barre de titre et je la fais déplacer maintenant. Je la fais déplacer de cette manière. Comme ça. Et puis, une fois que vous êtes à un endroit donné, vous voyez, il est matérialisé en bleu, vous pouvez relâcher. Par exemple, si je relâche maintenant, il va prendre la place de la fenêtre qu'on a actuellement, en haut à gauche. Mais vous pouvez la faire comme un petit bouton, ce qu'on appelle donc des boutons d'onglet. Regardez, en fait, maintenant, sur cette même fenêtre, il y a deux choses. Il y a ce qu'on a là, et si vous cliquez sur l'autre tab, sur l'autre onglet, vous obtenez la fenêtre du code. Je vais la remettre à sa place. Je veux bien qu'il soit au-dessus, au centre. Donc, je relâche à ce niveau-là. Comme ça, il va se partager l'écran, la partie centrale, avec la fenêtre de commande. Regardez, en fait, je vais pouvoir donc agrandir ou réduire leurs frontières, comme ça. Et de cette manière, je peux bien organiser toutes les fenêtres, par la même manière. C'est bon? Vous avez bien compris comment est-ce qu'on pourrait donc changer l'ancrage au niveau des fenêtres pour donc placer un peu mes fenêtres préférées au centre et les fenêtres qui sont moins importantes, on pourrait les mettre à gauche ou bien à droite. C'est bon? Par exemple, regardez, en fait, je prends cette fenêtre-là, celle-là, et je veux bien la déplacer. Je veux bien la déplacer, vous voyez, pour la mettre sur le même prolongement avec la fenêtre qui est au-dessus, mais je veux bien qu'il partage un onglet avec la fenêtre Workspace. Je relâche maintenant. Vous voyez, il faut choisir le moment quand est-ce qu'il faut relâcher. Si je relâche maintenant, comme ça, alors il a pris, sauf que c'est pas très large, il s'est partagé la fenêtre droite avec le Workspace. Et chacun, il a un onglet. Regardez, en fait, j'ai maintenant deux fenêtres, l'une au-dessus de l'autre. Oui? Si vous cliquez sur fermer, comme ça, moi aussi je vais le faire, vous allez pouvoir reconstituer tout. Je suis en train de fermer maintenant toutes les fenêtres de cette manière. Vous allez pouvoir les reconstituer à partir de desktop. Vous avez des fenêtres à cocher. Donc c'est très simple. Donc vous irez vers desktop et vous cochez les fenêtres que vous voulez visualiser. Par exemple, la fenêtre de commande, celle dans laquelle on a entré les commandes. Il va réapparaître. Bien sûr, quand il n'y a pas les autres, il va prendre le tout. Alors, je veux activer aussi la fenêtre Workspace. Workspace, il montre quoi? Il montre les variables qu'on a actuellement. Ils vont se partager l'écran. Si j'affiche encore la fenêtre desktop, c'est pour voir le dossier courant. Current folder, dossier courant.
Regardez, il a pris la place qu'on a en haut. Alors, mais je pourrais faire en sorte, par exemple, ça ne m'arrange pas. Parce qu'il y a une petite fenêtre qui a pris pratiquement la moitié. Ça ne m'arrange pas de faire comme ça. Donc, je vais la prendre, je vais la mettre ici. Je vais lui dire, tu vas prendre uniquement le tiers. Mais je lui donne une largeur qui est petite. L'autre aussi, de l'autre côté, je lui donne une largeur qui est petite. Pourquoi? Parce que je veux bien que la fenêtre qui est au centre, qu'il prenne l'espace le plus grand. Vous voyez, donc, c'est un peu ça, comment vous créez vos fenêtres. Alors, la fenêtre éditeur maintenant, je l'ai effacée aussi, je l'ai masquée. Donc, je reviens vers desktop et je vais cocher éditeur. L'éditeur de code. Regardez où est-ce qu'il apparaît maintenant. Il apparaît là. Je vais donc la déplacer au-dessus. Comme ça. Au centre, au-dessus. Voilà, et je vais donc aussi réduire les hauteurs pour que pratiquement les deux prennent la même hauteur. J'ai partagé en deux. Alors, regardez, je reviens donc à ce que je voulais faire tout à l'heure. Où sont les autres? Ils sont partis? Ça n'a pas encore sonné? Vous savez quelle heure est-il maintenant? C'est moins 10. Alors, regardez, je vais donc créer un script, nouveau script, et je vais écrire le code ici. Le code que j'avais entré tout à l'heure, je le mets maintenant là. Donc, dans l'ordre, on a fait quoi? On a fait A égale input. Moi, je préfère le réécrire. Je ne veux pas aller le copier sur l'historique, mais chose qu'on pourrait bien faire. Donc, je veux le réécrire. Entrée, l'entier A, 2 points. J'attends que l'utilisateur fasse l'entrée. Je vais terminer avec un point virgule. Vous allez voir que quand vous terminez une phrase par point virgule, vous demandez à MATLAB de ne pas afficher le résultat engendré par la commande. Si par exemple la commande engendrait un résultat donné, le résultat serait masqué par MATLAB. Il arrive beaucoup de fois qu'on ne veut pas visualiser le résultat. Si c'est un résultat intermédiaire, ce n'est pas la peine de le visualiser, donc vous n'avez qu'à terminer la phrase par point virgule. Je vais faire la même chose pour B, et là je n'ai qu'à copier et adapter en mettant B, entrée l'entier B. Donc si vous voulez communiquer avec l'utilisateur en lui demandant d'entrer des données, il faudrait juste recourir à la fonction input. Alors, je veux bien protéger les valeurs de A et B dans deux autres variables que j'appellerai petit a et petit b. Cela vous démontrerait que MATLAB fait la distinction entre majuscules et minuscules. Je vais donc les sauver grand A dans A, dans petit a, et sauver grand B dans petit b. Parce que je veux préserver les valeurs de A et B, je ne veux pas le changer, je vais plutôt changer la valeur de petit a et petit b. Ensuite, je vais donc rentrer dans la boucle, c'est donc là où commence le calcul. عيب شويه عليك دابا انت ما تكونش متناقض مع راسك قلتي لي مسيو واش في 3 غادي نديرو ماتلاب ولكن هذيك 3 اللي عندنا ما خصناش نضيعوا منها 10 مينوت ياك متفق معايا ولا لا شفتي هذيك 10 مينوت الا بقينا كنضيعوها راه ما غنبقاو نديرو حتى شي حاجه ما عندناش فين نعوضوا هذا الشيء راه درتوه من الاول ديال العام راه من الاول العام نتوما اشاك فوا كتضيعوا لينا واحد 10 مينوت. Et là, si vous faites la somme des 10 minutes, ça fait que 3 heures. Oui. Pour afficher quoi? Select ici le détail, juste les détails. Indiquer le détail dans File to view détail. Là, هذه راهي lié مع هذا. Vous cliquez ici, là, sur cette petite flèche. Vous devez avoir une flèche en bas, pour afficher quoi? Celle-là, c'est dans desktop, et vous mettez current folder. Vous activez current folder. Alors, ici, je vais commencer le calcul. C'est à partir de là qu'il y a le bloc calcul. Donc, je vais le commenter comme ça, calcul.
du plus grand commun diviseur. Ça, c'est un commentaire. Alors, le calcul nécessite de recourir à une boucle while and. While and. La phrase est écrite comme ça. Tant qu'une condition, faire un travail. En français, on pourrait donc toujours trouver la phrase répétitive tant que. Tant qu'il pleut, je reste chez moi. Je ne sors pas. Tant qu'il pleut, je reste chez moi. C'est une condition répétitive. C'est une phrase répétitive. Tant que le prof explique, je fais attention. C'est clair? Donc, c'est une phrase répétitive. Tant qu'il y a des commandes, je dois préparer ou je dois traiter les commandes. Je dois les étudier. Tant qu'il y a des achats, des demandes d'achat, celui qui fait la vente, il faut qu'il travaille. C'est clair? C'est ce qu'on appelle alors une boucle répétitive dont le nombre de répétitions est a priori inconnu. On ne sait pas a priori combien de fois on va répéter. En tout cas, on a dit tant que A est différent. Différent, on l'écrit de cette manière. C'est avec un tilde. Tilde égale B. Tilde, vous la cherchez. 1, 2, 2. 1, 2. Alors, pour y arriver, vous appuyez sur tilde. Alors, peut-être c'est Alt-GR tilde. Alt-GR. Il est écarté en bas, vous mettez Alt-GR. S'il vous plaît. Donc, lorsque vous appuyez sur Alt-GR tilde, vous n'allez pas la voir tout de suite. C'est quand vous appuyez sur égal que vous allez la voir. Donc, moi, je vais mettre Alt-GR tilde, rien ne se passe. Mais quand je mets égal, les deux vont s'afficher. B. Tant que A est différent de B, je fais quoi? Si A est supérieur à B, alors je fais quoi? Je recalcule A par A moins B. Je recalcule, donc A il va changer. Sinon, regardez bien s'il vous plaît, regardez une chose. C'est que quand vous écrivez un if, quand vous mettez if et vous revenez à la ligne, comme ça, constatez bien comment MATLAB il va réagir. Il y a un petit décalage vers la droite. C'est ce qu'on appelle une indentation. Une indentation vers la droite. Pourquoi? Pour dire que ça, c'est ce que vous devez faire si la condition est vraie. C'est clair? Il est sous le if. Je vais donc recalculer A par A moins B. Et quand je vais mettre encore entrée, il est sur le même alignement. C'est-à-dire que je pourrais faire encore autre chose. Sauf si je mets sinon. Else. Regardez aussi, dès que j'aurai terminé else, il le remet pour s'aligner avec if. C'est clair? C'est le cas sinon. Et les mots-clés, les mots réservés, ils sont aussitôt notés en bleu. Je vais maintenant recalculer B par B moins A. Mais regardez, tant que je continue, il va donc toujours écrire dans le même alignement. C'est-à-dire que pour lui, la phrase n'est pas encore terminée. Sauf si je mets and. Regardez, dès que je tape le D, eh ben le and, il va s'aligner avec le if. Vous l'avez bien constaté. Regardez. And, pour le moment, je n'ai pas tapé D. Regardez, quand je tape D, qu'est-ce qui va se produire? And, il va s'aligner avec le if. Il va même colorier if. If, il va le mettre en surbrillance pour montrer que ce and, c'est pour ce if-là. Parce que vous pouvez, dans le cadre de l'imbrication, dans le cadre de l'emboîtement, rien n'empêche que là aussi vous faites un autre if. C'est un if qui est logé dans le else. C'est clair? Et donc vous devez avoir à chaque if, vous devez avoir un and. Lui, il vous matérialise, chaque fois que vous tapez and, il vous fait savoir, il vous rappelle c'est pour quel if ce and-là. Comme ça, vous n'allez pas se tromper. Regardez, et le while aussi, il a son and. Vous voyez, en fait, quand je place le curseur sur un and, il le souligne tout de suite, et souligne la phrase qui lui correspond, le début de la phrase qui lui correspond. Ici, les deux phrases sont complètes. Je sais que c'est là qu'il y a la notion de phrase complète, comme en français. Une phrase complète, c'est quand il a toute la structure nécessaire et que je la termine par un point, bien un point d'interrogation, bien un point d'exclamation qui matérialise que c'est la fin de la phrase. Donc, while, c'est une phrase qui commence par while, qui se termine par and. If, ça commence par if, ça se termine par and. Maintenant, j'ai besoin d'afficher le résultat. Regardez, en fait, moi, je vais terminer tous les calculs par point-virgule. Vous savez pourquoi?
Parce que je ne veux pas que MATLAB, à chaque fois qu'il fasse un calcul, comme ce qu'on a obtenu là, d'ailleurs vous l'avez bien constaté, à chaque fois que je fais une étape de calcul, il affiche le résultat. Donc si vous voulez bloquer les affichages, vous n'avez qu'à terminer votre phrase par point virgule. Donc là, c'est comme si je lui dis n'affiche rien. Maintenant, je veux bien afficher. Vous avez plusieurs façons de le faire. Parmi les fonctions, on dispose de la fonction display. C'est l'abréviation de display. Display, ça veut dire afficher. To display, c'est afficher. Display, disp. Et je lui dis qu'est-ce qu'il doit afficher. Disp, par exemple, A. Alors, mais moi, je veux le commenter. Je veux donc rappeler que ce A est le plus grand commun diviseur de grand A et de grand B. Et pour ce faire, pour afficher en plus du résultat un commentaire, on pourrait utiliser fprintf. Fprintf. Fprintf, il est composé de deux parties. Regardez bien. Constatez bien, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Fprintf est une fonction, c'est un peu comme ce que je vous ai montré là. Qu'est-ce qu'elle est mon diaporama? Fprintf, il permet d'afficher une série de valeurs. Une série de valeurs, une suite de valeurs. Par exemple, pour cet exemple, on veut afficher quelle valeur? Quelles sont les valeurs que je cherche à afficher? Ce sont ces valeurs-là. A, grand B, petit a. Alors, comme vous savez très bien, au niveau de la RAM, les données sont des bits, sont des binaires. C'est que des 0 et des 1. Cette fonction-là, il exige que pour chaque donnée que je veux afficher, que je lui précise par une certaine notation, comment la fonction doit-elle décoder la quantité binaire. Par exemple, A, grand A, si on voit un petit peu l'arabe, grand A, c'est un espace mémoire où il n'y a que des 0 et des 1. C'est des 0 et des 1. Mais ces 0 et 1, on pourrait les interpréter comme un entier, on pourrait les interpréter comme des réels, on pourrait les interpréter comme des caractères. C'est à moi de rappeler à la fonction comment je dois faire le décodage avant de poser le résultat à l'écran. Ça, c'est l'écran. C'est l'écran. Je vais alors transmettre cette quantité binaire vers l'écran. L'agent qui va me permettre de le faire, c'est fprintf. Sauf que je dois lui indiquer un certain signe. C'est un signe qui lui fait savoir qu'il faut décoder en mettant %D. D, c'est pour dire décimal. Il faut décoder en tant qu'entier. C'est-à-dire que je dois interpréter l'empilement des bits comme un entier. Le résultat, donc, doit être un entier. Et regardez, comme on a 3 valeurs à afficher, on doit alors trouver trois codes de décodage. Un code pour chaque valeur. %D pour le premier, %D pour le second, et %D pour le troisième. Ça fait alors 3 %D. C'est pour revenir à la ligne. Anti/n, c'est pour lui dire, vous écrivez et vous revenez à la ligne. Une fois vous aurez écrit, revenez à la ligne suivante. C'est clair? Alors, et ça m'a permis par la même occasion de faire un petit commentaire avant la valeur. Ça, c'est un commentaire. Je ne veux pas écrire la valeur tout court. Parce que si j'écris que la valeur, l'utilisateur ne pourra pas lui donner d'interprétation. Il faudrait alors que je la précède par un petit commentaire, un texte, qui décrit c'est quoi ce premier %D. J'ai écrit la phrase, le PCGD, le PGCD, de A, parce que le premier %D, c'est grand A, et grand B, et égal à petit a. Donc, regardez, je vais écrire cette phrase ici. Donc là, j'ai mis les valeurs que je veux afficher, ils sont 3, et par conséquent, je dois mettre 3 %D, et par conséquent, je pourrais donc se permettre de mettre un petit commentaire avant chaque valeur. Je pourrais dire, par exemple, le plus grand commun diviseur de et de et deux points, cela. La phrase maintenant, imaginez bien, vous remplacez %D, %D, %D par leur valeur. Qu'est-ce qu'on obtient comme phrase? Le plus grand commun diviseur de, imaginons que A c'est 20, donc il va écrire 2 20, et de B
B, c'est 30, et 30, et ça serait quoi le plus grand commun diviseur de 20 et 30? Non, non. Il y a déjà le 10, il y a le 5 aussi, donc ça va être 5. 5 est un diviseur commun. C'est clair, donc il va écrire une phrase complète. Et je veux bien revenir à la ligne, je vais donc vous montrer quel est l'intérêt de faire ce retour à la ligne. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce que cela va engendrer pour vous? Et comme de coutume, on commence tout programme MATLAB en demandant d'effacer toutes les variables préalablement créées, chose qu'on fait avec clear all. Ça, c'est une phrase qui veut dire tout simplement effacer toutes les variables, toutes les cases mémoire. On va dire toutes les cases, pour ne pas dire variables, cases. Toutes les cases mémoire. Nettoyer la mémoire. Je veux nettoyer la mémoire avant de commencer. Ensuite, je vais lui dire effacer la fenêtre de commande. CLC. Ça veut dire effacer la fenêtre que vous avez en bas. Celle-là. Comme ça, on commence sur un écran blanc. Effacer la fenêtre de commande. La fenêtre de commande. Alors, on a fait donc un petit script. C'est quoi un script? Et là, on revient à la définition que j'ai donnée dans le cours. Un programme est une succession d'étapes. On pourrait les compter ici. Notre dernière phrase, c'était la ligne 14. Combien on a d'étapes alors? On a une première ici. Ça, c'est une étape. Deuxième étape, c'est un ordre. Troisième étape. Quatrième. Cinquième. Ça, c'est pas une étape. Donc, je ne vais pas le compter, c'est juste un commentaire. Tout ça est vu comme une seule phrase. While. D'ailleurs, MATLAB, comme vous pouvez bien le constater, il met, chaque fois que vous mettez un while, il met un certain bloc que vous pouvez toujours raccourcir, minimiser ou bien maximiser. Vous pouvez donc le développer ou bien l'enrouler. Alors, tout ça, c'est vu comme une étape, mais c'est une étape répétitive qui est composée aussi d'une sous-étape qu'on a à l'intérieur. Ça fait alors, on a compté 5, 6, 7 phrases. On a écrit en 7 phrases. Mais dans la sixième phrase, celle-là, il y a bien une phrase à l'intérieur, dans laquelle elle-même, il y a une phrase de calcul ici, il y a une autre phrase de calcul ici. Alors, regardez. Pour exécuter ce script, il faut d'abord l'enregistrer. Mais avant de l'enregistrer, il faut se situer dans un dossier de travail. Regardez, actuellement, je suis dans le dossier que j'ai appelé Atelier 1. Ça, c'est ce que j'ai créé la dernière fois. Dans MATLAB. Dans un dossier qui s'appelle MATLAB. Dans un dossier qui s'appelle EMG. Alors, je veux donc maintenant faire un Atelier 2. Et par suite, je vais donc revenir à MATLAB. Regardez que maintenant, je suis dans MATLAB. Je vais créer un nouveau dossier. Alors, pour créer un nouveau dossier, je pourrais mettre comme ça. Bouton droit et je mets New Folder. Je l'appellerai alors Atelier 2. Et je vais double-cliquer dessus pour le mettre comme mon dossier de travail. Donc, actuellement, c'est quoi le dossier de travail? C'est ce que vous voyez là. C'est EMG MATLAB Atelier 2. En tout cas, regardez, à chaque fois que vous revenez, comme ça, vous êtes en train de revenir. Regardez, en fait, si vous voulez revenir à la racine, par exemple, vous pouvez ouvrir cette liste et vous pouvez aller vers C, à partir de là. Là, je suis dans l'utilisateur. Je pourrais aller dans C. Maintenant, je suis dans C. Vous voyez, en fait, en cliquant, vous pouvez aller vers D, par exemple. Si vous cliquez sur la petite flèche que vous avez là, vous pouvez changer de lecteur carrément. Donc, vous êtes capable de gérer le stockage à partir de cette petite fenêtre. Donc, par exemple, moi, je veux faire mon travail dans C. Vous êtes en train de le faire pour la première fois. Faites comme moi maintenant. Vous allez donc localiser le disque C. Vous voyez comment je l'ai fait. Une fois, on vous donne l'ensemble des dossiers de C. Allez localiser votre dossier de travail. Si vous ne l'avez pas, vous mettez un bouton droit et vous mettez Create
ou plutôt new folder, nouveau dossier. C'est clair? Moi, j'ai déjà un dossier qui s'appelle EMG. Vous faites new folder. C'est bon? Tout le monde l'a fait? S'il vous plaît. Tout le monde l'a fait? Est-ce que vous êtes tous dansés? Pourquoi vous ne répondez même pas? Vous êtes dansés? عندكم هاد la fenêtre هادي؟ ايوا مزيان. ياك عندكم هاد la fenêtre؟ غيكون عندكم quelque chose comme ça par exemple. C'est clair? غادي تكليكيو ديما على le dossier parent. Lorsque vous cliquez sur un dossier parent, là vous revenez dans l'hierarchie. حتى يبان لكم C. Donc tout le monde دابا راه هو في C. مزيان. Sinon, là, vous effacez comme ça et vous appuyez sur Entrée. Donc, moi, je suis dans C. Est-ce que vous avez dans C un dossier qui s'appelle EMG, comme moi? Et la main de gauche, vous allez le bouton droit, quelque part, à l'intérieur, vous mettez un bouton droit et vous mettez New Folder. C'est bon? On est en train de préparer où est-ce qu'on va stocker le script. C'est mieux EMG. Voilà, si c'est votre poste, ممكن تسميوه directement MATLAB. Là, c'est votre ordinateur. C'est clair? Alors, je mets New Folder. Alors, je l'ai déjà fait, donc ça, cette étape, je ne veux pas la faire. Quand vous mettez New Folder, là, il va vous demander le nom. Tapez le nom et appuyez sur Entrée. Le dossier serait créé. Alors, une fois créé, allez l'ouvrir. Comment vous ouvrez ce dossier que vous avez bien créé? En appuyant. Alors, il y a MG. Elle est là pour moi. D'accord? Donc, je double-clique. Je suis rentré dans AMG. Vous, quand vous entrez dans un nouveau dossier, vous allez le trouver vite. Donc, vous allez mettre encore bouton droit et vous mettez New Folder pour créer le dossier MATLAB. Moi, je l'ai déjà créé. Une fois créé, vous double-cliquez encore. Vous entrez dans MATLAB. Alors, une fois fait, vous allez le trouver vite, bien sûr, puisque vous venez de le créer. C'est clair? Avec MATLAB, il ne faut pas le confondre avec le dossier MATLAB de l'installation. Là, on a fait l'installation, c'était le dossier fourni par MATLAB. Ça, c'est le dossier juste, je l'ai appelé MATLAB pour dire que c'est là où je vais faire mes travaux MATLAB. Je vais les réunir sous forme d'atelier. Donc, on a déjà fait l'atelier A la dernière fois pour résoudre le système linéaire. Maintenant, c'est l'atelier 2. Regardez, donc, j'ai créé le dossier atelier 2. Donc, pour vous, si vous ne l'avez pas, vous mettez encore bouton droit et vous mettez New Folder. Vous lui donnez comme nom atelier 2. Alors, double-cliquez sur atelier 2. Il faut que tout le monde doit avoir cette hiérarchie. C, EMG, MATLAB, atelier 2. Et vous devez maintenant avoir comme moi. C'est un espace vide. C'est maintenant qu'il faut aller enregistrer. Quand vous cliquez maintenant au niveau du script sur le signe de la disquette, sur le bouton enregistrer, on ira enregistrer dans ce dossier-là. Regardez, on va donc enregistrer dans atelier 2. Et ne faites pas cette erreur de créer un dossier de travail, d'aller enregistrer ailleurs. Parce que quelqu'un qui ne fait pas ce que j'avais fait tout à l'heure, il pourrait bien enregistrer ces fichiers chacun dans un dossier et c'est difficile de les réunir. Quand on demande de fournir un fichier, ben on peine à trouver l'ensemble des fichiers. Il faut donc absolument réunir tous les fichiers d'un même travail dans un dossier. Alors, autre chose maintenant, il m'appartient de nommer mon fichier. Surtout, il faut le nommer par un seul mot. Un seul mot. Donc, ne faites pas une phrase. C'est juste un seul mot. S'il est composé en plusieurs mots, il faut les souder. Par exemple, je veux faire ici calcul. Comme ça, je vous donne un exemple. Calcul. Et bien, par défaut, comme on écrit calcul, on met espace. Et ça fausse le script. Il ne faut jamais faire l'espace. Il faut donc coller notre mot à la suite. Calcul plus grand comme un diviseur. J'ai fait donc le nom du script. Mais on n'est pas censé mettre calcul, on pourrait juste mettre PGCD. Ne mettez jamais d'espace. Ne mettez pas de plus, moins, accolade, crochet. Tous ces symboles, il ne faut jamais les mettre. Que des lettres et des chiffres. Mais vous devez nécessairement commencer par une lettre. Vous voyez, c'est les règles qu'il faut respecter pour nommer un fichier. PGCD. J'enregistre maintenant. Dès que vous aurez enregistré, vous avez le droit d'exécuter. Et là, je vais agrandir un peu l'espace
d'exécution. C'est là où vous allez voir les faits. Et je vais donc cliquer sur exécuter. Là, vous allez voir que ça va se faire rapidement. Bien sûr, il va s'arrêter. Ah, il y a une erreur. La ligne 5. Ah oui, on a oublié de mettre petit a. Ah, il a glissé ici, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous voyez, en fait, si vous avez donné une phrase qui n'est pas correcte pour MATLAB, il va vous signaler une erreur. Je refais. Donc là, ça marche, ça s'exécute. Il est à un arrêt. Il demande alors de faire quoi? Que je rentre le A. Je vais lui entrer 2015. Que je rentre le B. 735. À deux colonnes, ce sont des multiples de 5. Donc, on trouverait 5 en bas. 5 comme diviseur. C'est le plus petit diviseur. On cherche le plus grand, pardon. Le plus grand. Donc, c'est possible d'avoir autre chose que 5. En tout cas, lui, il va calculer. Le plus grand commun diviseur, c'est 5. Et regardez, en fait, si on n'avait pas fait le retour à la ligne, si j'avais retiré cet anti-slash n, et je refais le même calcul, je réexécute le même programme. Quand vous faites un changement et que vous exécutez, automatiquement MATLAB, il enregistre. Vous enregistrez la mise à jour. Vous enregistrez les changements. Donc, vous n'avez pas besoin d'enregistrer à chaque fois, il suffit juste d'exécuter. Automatiquement, MATLAB, il met à jour. Je vais rentrer les mêmes données, 15, 700, on a entré 735. Regardez, le problème du fait qu'on n'a pas mis le retour à la ligne, ben regardez où est-ce qu'ils sont notre invite maintenant. L'invite de commande, il est resté là. Or, l'invite de commande, on le trouvait toujours au début. Donc, il me faut absolument insérer un retour à la ligne ici, si je ne veux pas avoir cette situation. Anti-slash n. D'accord? Alors, regardez. Maintenant, notre script est bien fait. Je rentre n'importe quoi là aussi, et le plus grand commun diviseur, c'est 3 pour ces deux nombres. Vous voyez? Alors, puisqu'on est capable de communiquer avec MATLAB, grâce à la fonction input, et MATLAB aussi, il peut me restituer des résultats, grâce à la fonction fprintf. Et comme je suis capable de faire des calculs, donc je suis capable de faire beaucoup de choses dans MATLAB. Regardez, une deuxième démonstration, un troisième atelier. Un troisième atelier, je vais l'utiliser pour résoudre une équation de premier ordre, une petite équation. AX plus B égale 0. Regardez, je vais changer de dossier de travail, je ne veux plus rester dans atelier 2. Je vais donc double-cliquer sur MATLAB. Je suis revenu à MATLAB. Vous voyez? Je vais donc mettre New dossier, nouveau folder ou nouveau dossier. Je vais donc lui donner un nouveau nom. Je mets atelier 3. Je valide. Je double-clique sur le dossier pour l'ouvrir. Et je vais créer un nouveau script. C'est un script qui serait cette fois-ci enregistré dans atelier 3. Je veux maintenant résoudre cette équation-là. Excuse-moi, je vais répondre à votre question. Je veux résoudre l'équation AX plus B égale 0. Donc, je vais écrire comme ça. Résolution de l'équation. Là, j'écris en français. Pour écrire en français dans un programme, il suffit juste de précéder par %. Alors, quelles sont les données de ce problème-là? A et B. Donc, je dois les lire. Je vais donc mettre A égale input box. Non, pas input box, input tout court. Donner le coefficient. Le coefficient A. Alors, B, ça serait la même phrase. Donc, je vais juste copier-coller. Et je vais mettre B, input, donner le coefficient, donner C2N. En tout cas, MATLAB ne va pas nous sanctionner là-dessus. Mais un prof de français, si. Il va vous dire donner C2N. MATLAB, donc, tout ce que vous mettez entre cotes, il le prend tel qu'elle est. Peu importe si ça contient des erreurs de français ou pas. B, c'est ce qu'on appelle, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle une phrase, ou plutôt une chaîne constante. Donc pour faire une phrase constante, il faut la mettre entre cotes. Alors j'ai donc récupéré, grâce à ces deux commandes, j'ai récupéré la valeur de A et la valeur de B. Une fois fait, je pourrais calculer X.
X, ça se calcule par quoi alors? Par moins B sur A si A est différent de 0. Donc, je dois mettre if A est différent de 0. Si A est différent de 0, alors, je fais quoi alors? Je calcule X par moins B sur A. C'est très simple. C'est ça donc la solution. Sinon, qu'est-ce que j'aurai alors? Je suis en face d'un A qui est nul. Donc l'équation, il s'écrit B égale 0. Ça aura de sens que si B, ça n'aura de sens que si B est nul. Donc je vais encore faire un autre test en disant si B est égal, regardez, lorsque vous avez à comparer, vous mettez double signe égal. Pour comparer par l'égalité, vous mettez double signe égal. Pour affecter une valeur à une variable, vous mettez alors un seul signe égal. Donc je veux bien que vous distinguiez entre ces deux notations. A est-il égal à 10? Il faut lire comme ça. A reçoit 10. Vous êtes en train de ranger, de transmettre la valeur 10 dans A. On le lit, A reçoit A. A reçoit 10. Mais là, par contre, on le lit, est-ce que A est égal à 10? Est-ce que la valeur qu'on a actuellement dans A est la même que 10? Donc, pourquoi dans MATLAB, on doit distinguer entre ces deux. Quand vous mettez le signe égal, c'est une affectation. C'est ce qu'on appelle une affectation. Vous affectez une valeur à une cellule. Quand vous en mettez deux, c'est une comparaison. C'est clair? Alors, je suis en train de comparer B avec 0. Si B égale 0, on est toujours dans le cas A égale 0. Parce qu'on est dans le cas sinon de la première condition. Donc, on est dans le cas else, on est dans le cas A égale 0. On a B aussi égale 0. Donc, n'importe quel X fera donc l'affaire. If B, deux signes égales. Et ça se lira alors, if B est comparable à 0. Ça serait soit vrai, soit faux. D'accord? Vrai si B contient 0. En tout cas, sous le if, on est dans le cas si vrai. Donc, on va réagir en disant afficher un message. Je vais donc le faire par la fonction la plus simple qui me permet d'afficher un message. C'est disp. Disp, infinité de solutions ici. Infinité de solutions. Une infinité de solutions. N'importe quel réel est une solution. Else, pas de solution. Disp, pas de solution. C'est une équation qui n'aura pas de sens. Le fait d'être dans B égale 0, plutôt dans B différent de 0 et A égale 0, ça n'a pas de sens. Regardez, en fait, les phrases, ils ne sont pas encore terminées. On a ouvert deux phrases qu'on n'a pas encore achevées. Donc, si je mets le premier AND, c'est pour le premier if, pour ce if-là. D'ailleurs, quand je mets le curseur, il souligne le if. Et j'ai besoin d'un deuxième if pour le premier if. D'un deuxième AND pour le premier if. Alors, mais là, je n'ai pas affiché de résultat. Je l'affiche ici. Et pourquoi là, je ne vais pas utiliser disp? Parce que je veux précéder le message ou la valeur par un message. Je passe alors par fprintf. Ce qui me permettrait de mettre un message ici, en disant la racine ou la solution est, deux points, %, cette fois-ci, x est un réel, puisque c'est un rapport, donc je mets %f. F pour dire float ou bien réel flottant. Un float, un réel, anti-slash n, virgule x. Pourquoi j'ai mis cette fois-ci une seule valeur? Parce que j'ai un seul signe de décodage. Regardez, j'ai maintenant 3 blocs, mais seulement un bloc doit être fait parmi les 3. Soit ce bloc-là, quand A est différent de 0, soit ce bloc-là, quand A est égal à 0 et B est égal à 0, soit ce bloc-là, quand A égale 0 et B égale 0. Et B différent de 0, pardon. Ça fait alors 3 blocs au choix. Mais qu'est-ce qui permet de faire le choix? C'est le if.
Et chaque fois que dans un cas, parce que if il envisage deux cas si oui, cas si non. Dans chaque cas, si vous avez encore à faire encore d'autres choix, vous n'avez qu'à imbriquer un if. Voilà, donc on a écrit un autre petit programme qui permet de résoudre une équation de premier ordre. Regardez bien, comme d'habitude, on a besoin de recommencer sur un espace propre, tant au niveau de la RAM qu'au niveau de la fenêtre d'affichage, ça veut dire la fenêtre de commande. Je vais donc mettre un clear all pour dire détruisez toutes les variables qu'on a créées jusqu'à présent et un CLC pour effacer la fenêtre. Ces deux commandes, vous devez les trouver pratiquement dans tout programme. Regardez, moi je vais les mettre dans la même ligne. Les cases mémoire. D'abord, on a changé de cas. On n'a plus besoin de A, B, petit a, petit b. Ça, c'était pour le plus grand commun diviseur. Donc, il faut que je supprime toutes ces variables et que je crée plutôt petit a, petit b, x. C'est clair? Alors, x peut ne pas être créé. Quand est-ce que x ne sera pas créé? Si on passe par là ou bien par ici. Regardez, en fait, je dois sauvegarder mon script en cliquant sur la disquette. Comment est-ce que je vais l'appeler alors? Regardez que je suis en train de le faire sur atelier 3. Je lui donne comme nom. Quel nom doit-on proposer à ce script? Résolution d'une équation de premier ordre. Je n'ai pas fait d'espace, vous l'avez bien constaté. Maintenant, je peux exécuter. On aura le même comportement que tout à l'heure. Ça veut dire, par ces deux phrases, on vous demandera deux coefficients, réels bien sûr. On aura dû donner le coefficient réel A, mais puisque c'est une résolution d'équation, l'utilisateur, on pourrait lui afficher ça. On pourrait donc lui afficher en mettant disp, résolution. Comme ça, il saura qu'est-ce qu'on nous voulons faire dès le départ. D'une équation, ou de l'équation, AX plus B égale 0. C'est une phrase que j'ai rajoutée. Vous savez pourquoi donc? Je veux bien que, à l'exécution, regardez qu'est-ce qui va se produire là. À l'exécution, on efface la fenêtre, on efface les variables qu'on a là. Ça, c'est l'effet de clear all et de CLC. Et puis, on affiche le premier message à l'utilisateur et on lui demandera les coefficients. Regardez donc la phrase qu'on a écrite. On a écrit résolution d'une équation de premier ordre. On a rappelé par ce message qu'est-ce que nous voulons faire. Ensuite, on a demandé d'entrer le A. L'utilisateur comprendra que A est un réel. Donc, je vais entrer un réel. Et on ira B et on proposera la solution. Par exemple, pour être simple, si je donne 3 pour A, vous voyez en fait pourquoi il a affiché ici la valeur de A. Parce qu'on n'a pas fait de point virgule là. On a dû faire un point virgule, comme ça je vais se passer de cet afficheur. Donc retenez bien, chaque fois que vous mettez un point virgule à la fin d'une phrase, vous demandez à MATLAB de ne pas afficher le résultat qui va être engendré par la phrase. Alors, je vais entrer 2. Quelle sera alors la solution ici? C'est 2, moins 2 sur 3, moins 2 tiers. Voici la racine. ماشي كتبان هنا هذه هي الرقم ديالها لا وي ابقي صلاح باش ماشي la souris pointe dessus. D'accord? Donc, vous avez deux modes de fonctionnement de MATLAB. Le mode donc, chaque commande que vous entrez, chaque fois que MATLAB est validé, vous utilisez toutes les commandes dans un script et vous mettez le script. Cela doit vous coûter une mémorisation de fichier. Le fichier est déjà mémorisé déjà. Il s'appelle résolution d'une équation
Ici, le vidéoprojecteur, il montre pas de portion entière. Ça va plutôt résolution, équation. Donc, il y a un petit système. Un vidéoprojecteur. On a fait des vidéoprojecteurs au niveau des salles de cours, ils sont fixés, sauf en informatique. Vous voyez, je me demande pourquoi. Donc, normalement, l'informatique est. Donc, on a écrit déjà 3 exemples de programmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut capitaliser dans ce que j'ai fait? Alors, c'est comment peut-on communiquer, faire communiquer la table avec l'utilisateur? Deux fonctions pour de rendre une tâche, ça permet ça l'inverse. C'est MATLAB qui va restituer la fonction disque. Alors, input, on calcule maintenant. Pour faire un calcul, il faut savoir utiliser ce genre de formule. A reçoit une expression. Il faut savoir enchaîner les actions les unes après les autres. Il faut savoir de quoi faire le choix avec if ou bien faire la répétition avec while. Alors, je vous propose maintenant de faire un 4e atelier. Et regardez, à travers ces ateliers, on pourrait appréhender les, les différents, euh, les différents éléments du langage. Remarquez bien, je vous propose maintenant un 4e atelier. Regardez, je veux faire des données tabulaires. Je veux faire ce qu'on appelle l'échantillonnage d'une fonction. L'échantillonnage d'une fonction. L'échantillonnage d'une fonction, c'est le calcul des éléments de la fonction dans un domaine donné, à un pas donné. C'est ça ce qu'on appelle l'échantillonnage d'une fonction. Par exemple, alors, comment? Là, c'est là, vous faites. Vous avez dit. Ouais, c'est toi qui vas apprendre comment. Si on veut faire une traversée, moi je dis à tout le monde que ma table, c'est comme un océan. C'est un environnement, c'est beaucoup de choses. C'est l'environnement du physicien, du mécanicien, du physicien, du mathématicien, du musicien, le musicien aussi. Il fait des montages sur la table. Il pourrait faire des montages, il pourrait combiner les sons, etc. Il pourrait faire des mixages. Et aussi du photographe, celui qui apprend en fait un photographe qui a un certain niveau, il pourrait donc faire des montages sur la table.
clair, on pourrait faire des films, des écrans. Donc, c'est pas fait uniquement pour un certain profil. Donc, c'est beaucoup de choses. Et puis, on veut vous montrer apprendre à écrire une matrice et de dire que c'est un élément des masses. Non. Alors, donc moi, j'ai commencé maintenant pour aller sur moi. Alors, le quatrième atelier que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est celui de l'échantillonnage d'une fonction. Je prendrai une fonction n'importe laquelle et je veux l'échantillonner. C'est-à-dire que je veux donner la table de la fonction. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais changer d'atelier. Et par suite, je vais revenir au dossier parent, MATLAB. Et je vais créer donc un troisième dossier ici, que j'appellerai atelier 4. Je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir. C'est clair? Et je vais donc créer un nouveau script. Regardez, ces scripts, je pourrais bien les fermer, les scripts que j'ai déjà créés. Je clique sur le bouton Nouveau script. J'ai créé donc un nouveau fichier. Ben, je veux donc écrire un petit commentaire qui fait savoir qu'est-ce que je veux faire. Je veux faire un échantillonnage. Échantillonnage d'une fonction. On va mettre une fonction scalaire. Là, f de x. On pourrait même donner sa formule. Je vais revenir à la formule qu'on a déjà vue. Exponentielle, par exemple, moins x, par exemple sur a, sinus b, x, de cette manière. F de x égale exponentielle moins x sur a, sinus bx. A, B sont des paramètres, x est une variable. Je vais dire dans le domaine. Je pourrais même prendre le domaine comme variable, comme paramètre. Domaine, par exemple, je vais dire x min, x max. Et je pourrais dire à un pas A, un pas P. Vous voyez, en fait, tout ça, c'est un commentaire. Regardez, si j'agrandis pour voir un peu tout mon commentaire, je vais agrandir comme ça. Donc, je viens de me concentrer sur la fenêtre de code. J'ai masqué les autres fenêtres. Ça vous permet de voir tout le commentaire. Échantillonnage, échantillonnage d'une fonction scalaire f de x dans le domaine x min, x max. Quels sont alors les paramètres de ce travail que je veux faire? A, B sont des paramètres pour la fonction, le domaine x min, x max. Donc je vais commencer par un commentaire en disant lecture des données du problème. Je connais A, B, x min, x max et P. Et P aussi. Et P. Donc, combien on a de valeurs? 1, 2, 3, 4, 5. 5 inputs. 5 inputs. Je vais mettre, donc, je commence par le premier. Donc, je vais mettre A égale input, entrer le paramètre A. Avec le paramètre, on pourrait lui donner un sens physique. C'est le degré d'amortissement. Comme vous avez moins x, moins AX, ça traduirait alors, c'est 1 sur A qui traduit l'amortissement. Donc physiquement, on pourrait lui donner une sémantique, un sens. Pour le moment, je l'appelle paramètre A. Ensuite, cette phrase, je vais la copier. Exactement. Il faut me le faire rappeler.
Comme ça, il n'affiche plus le résultat. Je vais donc passer à B. B, ça traduit la fréquence. La fréquence au niveau de sinus. C'est clair? Ça va traduire la fréquence. Sinus est une fonction périodique, donc la fréquence, il est déterminé en fonction de B, bien la pulsation. Donc je vais changer ici en mettant B reçoit. Ah, j'ai dit ça traduit, c'est pas égal à la fréquence. Ça reflète. Alors par suite, donc le domaine dans lequel je vais représenter, c'est x min. Je vais changer que le commentaire en disant domaine d'échantillonnage. La borne inférieure d'échantillonnage, ou du domaine d'échantillonnage. Je vais juste dire x min pour faire vite. X max X max. Et puis enfin le pas. Là par contre je l'appelle le pas. Le pas. On le faisait sur Excel. Voilà, c'est plus souffrant sur Excel. Ici c'est plus pratique. C'est plus pratique de faire les saisies. Et automatiquement tout le reste on va le développer le plus rapidement possible. Regardez, je vais calculer X. X on va le calculer par une certaine forme, une certaine expression qui donne la distribution des valeurs. En réalité, je vais écrire x min, c'est la borne inférieure, 2 points, p, 2 points, x max. Ça crée un vecteur. C'est une matrice. C'est une matrice ligne. C'est une matrice ligne qui calcule toute la distribution des valeurs depuis x min jusqu'à x max à un pas p. À un pas p. Il se peut qu'on ne tombera pas dans x max. Normalement, avec le pas, pour tomber dans par exemple, si par exemple vous entrez pour x min 2, et pour x max vous entrez 7, et vous donnez un pas de 3, il y a un pas de 2. Donc vous allez passer de 2 à 4, ensuite à 6, ensuite à 8. Vous allez jamais tomber dans x max. Mais il va s'arrêter à 6. Quand vous lui dites de x min à x max, ne dépassera jamais x max. Le calcul est égal à x max. Il pourra le faire. Et ça dépend de votre pas. Ensuite, je calculerai f de x. Je le noterai fx. Attention, il ne faut pas écrire f de x comme ça. C'est une écriture que MATLAB n'accepterait pas. F de x égale, ça n'a pas de sens. Mais plutôt, une variable égale. Fx égale. Fx égale à quoi? Égale à exponentielle. Exponentielle est une fonction bien connue par MATLAB. Exponentielle x divisé par a moins x divisé par a. Multiplié par sinus de b multiplié par x. Oui. Les fonctions mathématiques qui sont bien connues par MATLAB. Donc j'ai entré l'expression. Mais attention, alors, puisque ce qu'on a là est un vecteur, une fonction sur un vecteur est un vecteur. Une fonction scalaire appliquée à un vecteur donne un vecteur qui s'obtient en appliquant la fonction à tous les éléments du vecteur. Donc ça, c'est un vecteur. C'est un vecteur ligne. Puisque x est un vecteur ligne, ceci est un vecteur ligne. Ça aussi est un vecteur ligne. Et le produit est un produit matriciel. Et on ne pourrait pas multiplier une ligne par une autre. Vous savez très bien que pour faire le produit matriciel, il faut que le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la seconde. Ici, ce n'est pas le cas.
Donc, si vous faites de cette manière, une erreur vous sera signalée. Alors, mais moi, je ne veux pas faire le produit matriciel. Je veux faire un produit élément par élément. C'est-à-dire, je prends le premier vecteur et le deuxième vecteur, je multiplie les deux premiers éléments pour obtenir le premier élément. Les deux deuxièmes éléments pour obtenir le deuxième élément, et ainsi de suite. Pour exprimer ça en MATLAB, je précède l'opérateur par point. Donc, constatez bien la distinction entre le produit matriciel, dans MATLAB par étoile tout court pour multiplier deux matrices, ou bien point étoile. Point étoile, ça exprime le produit élément par élément. Le produit matriciel élément par élément. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Si vous avez deux vecteurs, par exemple, un premier vecteur où il y a A et B, vous voulez le multiplier par un autre vecteur où il y a A', B', à l'écriture, ça n'a pas de sens au niveau de la table. Pourquoi? Parce que le nombre de colonnes ici, c'est 2. Le nombre de lignes ici, c'est 1. Il faut absolument que le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la seconde. Si vous mettez par contre un point, qu'est-ce que vous allez demander à MATLAB de faire? De calculer un vecteur qui a la même longueur et de poser ici A fois A'. Donc ces deux valeurs, vous les multipliez et vous les posez ici. Et ces deux valeurs aussi, vous les multipliez et vous les posez ici. Ça donnerait B fois B'. Ça, c'est par point multiplié. Ça constitue alors le produit élément par élément. Alors, j'ai calculé donc f de x. Voilà, étoile tout court, c'est le produit matriciel. Point étoile, c'est le produit élément par élément. Je vais demander de représenter le graphique, de représenter la distribution. Je vais mettre ici représentation graphique. Représentation graphique. Je vais donc activer la grille. Comment? Grille on. Ça active la grille. Plot x en fonction, ou f de x en fonction de x. Ça permet de tracer la courbe. Ça permet de créer une figure et de tracer une courbe. Créer une figure et trace la courbe. C'est ça ce que fait plot. C'est tout. On a fait un programme qui fait l'échantillonnage et la représentation graphique d'une fonction. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'on doit placer au début? Clear all pour effacer toutes les variables. CLC pour effacer la fenêtre de commande. Et maintenant, une autre commande doit s'ajouter. C'est pour fermer toutes les fenêtres préalablement créées. Toutes les figures préalablement créées par une ancienne exécution. Pour les effacer, on fait close all. Close all. Donc, je vais commenter cette phrase. Je vais la faire sur une ligne à part. Et je vais la commenter ici en disant, ça permet de fermer les figures préalablement créées. Préalablement créées. Les figures préalablement créées. Donc, ces trois phrases, on doit toujours les trouver au début d'un programme. C'est clair? Et le reste, ça dépend de ce que vous voulez faire. La saisie des données, ça c'est la saisie des données. Je vais faire un petit commentaire pour dire que ça c'est la saisie. La collecte des données, je vais écrire la collecte, c'est mieux. Collecte des données. C'est juste ici. Ici, ça aussi, y compris. Là plutôt, c'est les calculs. Et là, c'est l'exploitation des résultats. Donc, combien on a de blocs? Si on élimine les clear all, etc. On a donc un premier bloc, je vais numéroter, bloc 1, pardon, bloc 2 et bloc 3. Un programme doit toujours contenir ces trois éléments. Pardon, refais s'il vous plaît.
Oui. Et ça, c'est un scalaire. Quand vous divisez ou bien vous multipliez par un scalaire, vous n'avez pas besoin de mettre le point. C'est clair? Sauf si vous avez deux vecteurs. Un scalaire fois un vecteur, ça revient à multiplier les éléments du vecteur par le scalaire. Là, on n'a pas besoin du point ici. Le point qui est là. Ça, c'est un vecteur jusqu'ici. Et ça, c'est un vecteur ligne. C'est un vecteur ligne. Une fonction sur un vecteur ligne, ça donne un vecteur ligne. Une fonction appliquée à un vecteur colonne, ça donne un vecteur colonne. Alors, regardez bien. Pour exécuter maintenant, je vais revenir donc réduire ma fenêtre. Je la réduis. Je vais maintenant commencer l'exécution. Mais pour exécuter, il faut enregistrer. Je l'appelle comment, ce programme? Je lui donne comme nom échantillonnage d'une fonction. Échantillon. J'exécute. Je pourrais bien exécuter. Donc, quelle communication on va avoir au début? La communication suivante. Il demande les paramètres. Je vais mettre sur 10. Ça serait donc un fort amortissement. Un fort amortissement. Le 10, donc, il traduit le degré d'amortissement. Le B, c'est la fréquence. Par exemple, 4. Ça traduit un peu la fréquence. Dans quel domaine je veux tracer? Je vais dire de 0 à... j'ai raté, en fait. Je refais l'exécution. 10, 4, de 0 jusqu'à 20, par exemple. Je donne le pas. Je veux le tracer à 0.05. Bon, il a affiché des résultats, mais il montre ici le graphique. Alors, pourquoi il a montré certaines colonnes ici, certains résultats? Parce qu'il y a un point-virgule qu'on a oublié. À quel niveau on l'a oublié? Ici. Il fallait que je mette un point-virgule ici, comme ça je l'empêche d'afficher les résultats. On voit clairement que c'est un vecteur ligne, parce qu'il a donné les différentes colonnes. Combien il a créé de colonnes? 400 colonnes. C'est-à-dire que c'est un vecteur composé de 400 éléments. Parce que je suis passé à 5 centièmes de 0 jusqu'à 20. 5 centièmes de 0 jusqu'à 20. Ça serait 400 points. Alors, mais pourquoi il n'a pas fait la grille? On a mis bien grid on. Ah non, grid on, il va falloir que je la fasse après le tracé. Après. Vous voyez la chronologie. Il y a des fois des actions qui doivent être chronologiques. C'est une fois que le tracé est fait que je pourrais activer la grille. Je refais l'exécution. Donc, il me demandera le paramètre A. J'ai entré 10. Paramètre B, 4. X min, 20. Le pas, 5 centièmes. Là, je n'obtiendrai rien après. J'obtiendrai directement la figure. Voilà, donc on a tracé une courbe. Si on devrait faire le même travail sur MATLAB, sur Excel, vous vous souvenez qu'est-ce qu'on a fait? Ça nous prendrait beaucoup de temps, plus encore de temps. Parce que là, j'ai écrit combien de phrases? 17. 17 phrases, j'obtiens ceci. C'est clair? Alors que sur MATLAB, sur Excel, rien que pour générer la colonne des X, il faut que je fasse bouger, que j'écris deux valeurs, que je fasse bouger. Et ça, c'est pas du tout pratique, surtout si on a beaucoup de points. On a déjà fait un premier calcul. Maintenant, je veux bien calculer notre fonction. Comment? Grid on, ça veut dire activer la grille. Le quadrillage. Le quadrillage. Je ne sais pas si on a toujours la figure. Elle est là. C'est juste pour avoir ces pointillés. Comment? C'est ce qui dessine, oui. On est déjà capable de dessiner des fonctions, alors. Vous vous souvenez ce que je vous ai donné à l'examen? Je vais rappeler votre examen. À un moment donné, je vous ai demandé de tracer un certain nombre de courbes. Alors, je vais le faire rapidement sur MATLAB maintenant.
Oui, exactement. Donc, je vais le rappeler. Je vais mettre, donc, je vais chercher examen. Plutôt, je ne sais pas, peut-être que je l'ai nommé contrôle. Deuxième CP. 2 CP. Point.doc. Je vais chercher cet énoncé. Je vais donc réaliser cet exercice rapidement sur MATLAB. Là, je suis en train d'enregistrer. Donc, vous allez avoir la séquence vidéo. Le soir même, vous allez la voir. Donc, je vais mettre toutes les séquences dans YouTube. Alors, où est-ce qu'il est 2015? Comment? Mais non. Je vais la mettre aussi. Non, je veux chercher. Comment que je vous ai pas mis? Examen. Il est là. Je l'ai appelé contrôle. Remarquez bien, je vais faire ça. Celui-là. Donc, je vais agrandir. Celui-là. Regardez combien on a de fonctions. On a 4 à réaliser. Je vais agrandir, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans le temps qui reste, un dernier script et on le met dans le même atelier puisque ça rejoint la même idée. Donc, on a 4 fonctions à dessiner. À dessiner dans quel domaine? Dans le domaine 0, 8 pi. 8 fois pi à 1 centième. Ça a posé beaucoup de problèmes à certains parmi vous pour savoir à quoi on doit s'arrêter, à quel niveau on doit s'arrêter. Sous MATLAB, on n'a plus besoin de savoir ça. Regardez, en fait, je vais revenir à MATLAB. Je vais donc créer un nouveau script dans le même dossier. Donc, je ne changerai pas de dossier. Je vais donc mettre nouveau. Je vais mettre ici correction de l'exercice, je ne sais pas quel numéro, peut-être 3 ou 4. 3 du contrôle. Alors, la première chose à faire, c'est de créer x. Je veux le créer de 0 à 8 pi. C'est très simple. Je vais écrire comme ça. X égale 0, 2.0,01, 2.8 multiplié par pi. MATLAB, il reconnaît bien la constante pi. Il est indiqué par pi. Ça calcule x. Après, je vais calculer le vecteur de chaque fonction. La première fonction, c'est 200 sur x plus 1. Comment? Là, 8 est un scalaire, ou pi est un scalaire. Donc, point étoile, étoile. Une matrice fois une autre. Là, un scalaire est un cas particulier de matrice. Mais c'est 1, 1. 1, 1, le fait 1. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, je calcule F1. F1, c'est donné par quoi? 200 sur égale 200 divisé par. Là, il faut faire 200 divisé par un vecteur. Donc, il faut utiliser point divisé. Divisé par quoi? Par x plus 1 au carré. X plus 1, ça peut se faire. Donc, vous pouvez toujours additionner un scalaire à un vecteur. Ça revient à additionner le scalaire à tous les éléments du vecteur. Mais le carré, c'est une puissance. C'est un produit matriciel. Mais c'est un produit élément par élément. Donc, je mets ici point à la puissance 2. Point exposé 2. Si vous ne mettez pas le point, c'est comme si vous multipliez une matrice par elle-même 2 fois. Et c'est le même problème. Il faut que le nombre de lignes soit égal au nombre de
que le nombre de colonnes soit égal au nombre de lignes. Un vecteur ligne ne peut pas s'élever par un produit matriciel. Mais vous pouvez élever élément par élément. J'ai fait donc la première. Je fais la deuxième, F2. C'est moins F1. F3. C'est F1 fois sinus x sur 2. F3, c'est F1 point multiplié par sinus. Sinus, on a dit x sur 3. X sur 2. F3, F4, pour finir. C'est F3 fois cosinus 4x. F4, c'est égal à F3 point multiplié cosinus 4x. Je veux dessiner l'ensemble. Donc je mets plot x f1 virgule x f2. Je mets toujours ces découples. F1 en fonction de x. F2 en fonction de x. F3 en fonction de x. F4 en fonction de x. J'active la grille. Je lui donne. Je vais donc revenir mettre les trois actions, clear all pour détruire toutes les variables, close all pour fermer toutes les fenêtres et CLC pour effacer la fenêtre de commande. Ici, on n'a rien affiché. On ne va pas observer d'affichage dans cette fenêtre. Ça va rester blanche. Mais on obtiendrait le graphe. Il va falloir que j'enregistre. Parce qu'on ne pourrait pas exécuter un script sans l'enregistrer. Je l'appellerai alors. Comment est-ce que je dois l'appeler? Oui, par exemple. Exo 3. 3 ou 4? Exo 3. 3 du contrôle. Contrôle. Voilà, et on exécute. On obtient ceci. C'est ce résultat que vous avez trouvé. Ici, il y a une forte croissance. Une forte décroissance plutôt. Ça varie entre moins 200 et 200. C'est un 4. 4 fonctions. Je vais donc refaire. Je vais juste changer un peu les paramètres. Peut-être que là, c'est très fort ici. Au lieu de mettre 200 sur, je pourrais mettre sur ça. En fait, je pourrais mettre, par exemple, racine carrée sur valeur absolue de ça. Parce qu'au carré, ça diminue très fort. Là, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Oui, donc je pourrais le laisser comme ça. Maintenant, ça serait linéaire. Ouais, il y a plus de... Il y a une fonction qui a une fréquence un peu plus forte. Et une fonction qui a une fréquence moins forte. C'est cosinus. Cosinus 4, produit de sinus par cosinus. On a fait des enveloppes. C'est ce qu'on pourrait appeler des courbes enveloppes. L'exponentielle qui est un sur c'est hyperbolique. Donc, une fonction hyperbolique. Fonction 1 sur x plus 1 et moins 1 sur x plus 1. Après, c'est 200 sur. C'est une fonction hyperbolique. Ça marche? Vous voyez, en fait, on a écrit combien de commandes pour y arriver? 9 commandes, 9 lignes. On préfère écrire 9 lignes que de travailler sur Excel. Oui.
Je vais donc vous donner un autre script. Ça va pas prendre une demi-heure. C'est ça. Qu'il y a un flux d'informations, vous avez vu que c'est pas très complexe. Alors regardez, je vais passer par une autre commande à travers laquelle je vais calculer une fonction en 3D, une fonction à deux variables cette fois-ci, au lieu que ça soit à une seule variable. Je vais dire en fait, je veux bien avoir un vecteur x qui varie de -3 à 3. Vous vous souvenez en fait de la fonction gaussienne qu'on a créée. Je veux donc créer un vecteur, une distribution de valeurs qui varie de -3 à 0,01 jusqu'à 3. Combien on a de valeurs ici? On a une valeur, non? On a 600 valeurs. De -3 jusqu'à 3, divisé à un pas de 1 centième. Donc chaque unité, c'est 100 éléments. Combien on a d'unités? C'est de -3 jusqu'à 3. On a donc combien d'unités? 6 ou bien 7? -3 jusqu'à 3. -2, -1, 0, 1, 2, 3. C'est 6. 6 divisé par 100, ça fait 600 points. 601. On trouvera 601 parce qu'il y a le 0 aussi. Alors, je fais la même chose pour y. Y égale à x. Pas la peine de refaire. Égal à x. Je copie le vecteur x dans y. Je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle mesh grid. Mesh grid. Et ça, c'est un exercice que vous n'avez pas bien compris quand on l'a fait dans Excel. Regardez. Et d'entre vous, au niveau de cet exercice-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un x comme ça, et un y comme ça, face à face, un en face de l'autre. Et on calcule f de x ici, f de x, y. Donc, il le calcule pour le quatrième exercice. Il le calcule pour le même point. On vous dit que x, y est un rectangle. De -3 à 3 pour x. De -3 à 3 pour x. De -3 à 3 pour y. Ce qui fait alors un domaine rectangulaire. Ici. Ils ont calculé la fonction de mouvement ici. Comme ici pour les autres points. Donc, on va pouvoir discrétiser suivant les deux ça. Et vous voyez combien on a de points. Ici, on a 600 points. Et là, on a 600 points. Ce qui fait un total de 600 pour 600. 600 points. La fonction mesh grid, c'est ça. Ça permet de créer une mèche, ou bien de créer une grille de points. Ça va générer une matrice de valeurs. Il faudrait alors que je la calcule de cette manière. X, Y, et j'obtiens une matrice alors. La matrice des coordonnées. La matrice des coordonnées pour chaque point dans la grille. Je l'appelle alors matrice des coordonnées. M. Voilà, on est arrivé aux matrices maintenant. D'accord? M, la fonction mesh grid, ça permet de créer, étant donné le vecteur x et le vecteur y, de créer donc les coordonnées de tous les points xy, de toutes les combinaisons xy. Alors, maintenant, je veux évaluer la fonction f de xy en tout point de m. F de xy en tout point de m. La fonction, donc, je vais revenir à l'exercice pour la voir. C'est cette fonction-là. X exponentielle moins x carré plus y carré. Alors, f de xy,
il faut que je calcule au niveau de tout point de la matrice M. Donc, je remplace XY par M. C'est clair? Donc, je vais écrire de cette manière. F égale à quoi? X, c'est quoi alors pour moi, donc, s'il vous plaît? Je l'applique à une fonction, donc je mettrai exponentielle de M. C'est donc M multiplié par. Je remplace X et Y par M multiplié par exponentielle de moins X au carré plus. Voilà, dans chaque M, dans chaque point de M, il y a un XY. C'est clair? Donc, je vais calculer de cette manière. F de XY plus élève au carré. Ça veut dire quoi, élevé au carré? Non, il ne faut pas que je fasse de... Non, 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 j'aurais dû faire ça, en fait. Parce que je veux bien calculer dans deux vecteurs. J'appellerai alors les coordonnées pour X, que j'appellerai grand X et grand Y. Comme ça. Et comme ça, je vais donc, là où il y a X, je mettrai X. Et là où il y a Y, je mettrai Y. Je vais réexpliquer. Mesh Grid, il va me donner deux matrices. Pas une seule. Une matrice où il y a des coordonnées X, une matrice où il y a des coordonnées Y. De taille 600 fois 600. Regardez, chaque fois que vous prenez un point, par exemple ce point-là, ce point-là, il a une abscisse X, il a une abscisse Y. Donc je suis en train de collecter pour tout point, pour chaque Y, les coordonnées X. Si Y est le même, on va obtenir le même. Si c'est X, on obtiendrait le même Y. Y est X, on obtiendrait le même Y. Comme si je vais vous demander, vous pouvez le voir là. Regardez, en fait, si je crée un vecteur qui est très simple, en mettant X égale de moins 2, de moins 3 par exemple, jusqu'à 3. Ça, c'est un vecteur. C'est un vecteur qui ne contient pas beaucoup de valeurs, 6 valeurs seulement. Donc de moins 3 jusqu'à 3. Je crée Y de la même façon. Regardez donc que contient X et Y. Ça contient la distribution linéaire de valeurs. Alors, que va produire Mesh Grid? Regardez, je vais le faire en écrivant X, virgule, Y, c'est en majuscule, égale Mesh Grid, X, virgule, Y, les petits X et petits Y. Je lui demande, en lui donnant l'axe X et l'axe Y, de créer toutes les combinaisons possibles de points et de prendre les abscisses de tous les points de la grille dans grand X et les ordonner de ces mêmes points dans Y. Donc ça va me donner deux matrices. Chaque matrice, il serait 6 fois 6. Voici la première matrice et la deuxième. Même matrice. On n'est pas censé, parce que vous savez pourquoi on a la même matrice? Parce qu'on a fait la même graduation. Mais on... لا ولكن انا بغيتهم بجوج خاصني باش ندخل اكس بلاصتها والاي بلاصتها. Oui, tu as raison.
On a dit que 1, c'est un cas particulier. Dès que la graduation sur X est différente de celle de Y. Vous n'êtes pas censé mettre la même graduation, la même distribution. Quand vous avez la même graduation, oui, ça marche. Alors, regardez. J'ai donc calculé deux matrices. Dans l'une, il y a les abscisses et dans l'autre, il y a les ordonnées. C'est vrai, ici, on est dans un cas particulier où les deux sont égaux. Ça coïncide. Et je veux maintenant calculer sinus et cosinus pour les deux. Par exemple, je pourrais mettre cosinus de x ou de grand X. C'est un exemple. Il va donner une matrice. Il va appliquer la fonction cosinus à tous les éléments. Si je mets de y, ça donnerait la même chose. Je pourrais par exemple faire grand X au carré. Grand X, chapeau 2. Attention, ici c'est faisable, mais c'est un produit matriciel. Parce qu'on a 6 lignes, 6 colonnes. Donc on pourrait calculer le produit matriciel. Mais ce n'est pas ça ce que je veux. Moi, je veux le produit élément par élément. L'élévation, élément par élément. Donc chaque élément va être élevé au carré. Ça donnerait ce résultat. Je veux l'exponentielle de x. Ça calcule. Alors moi, je ne veux pas toutes ces petites fonctions. La fonction que je veux, c'est celle-là. Donc je vais revenir. Sauf que dans ce calcul, je dois changer petit x par grand X dans toutes les équations. Et petit y par grand Y. Donc je reviens à MATLAB. Je reviens à mon script qu'on a en haut. J'étais en train de le faire. Et je calcule de cette manière. Maintenant, je pourrais dessiner. Je vais dessiner quoi? F en fonction de x et y. Donc, je vais faire par mesh. Mesh, ça permet de dessiner une courbe 3D. Mesh, c'est la surface. Ça permet de refléter la surface. Mesh, en disant grand X, grand Y, F. Je vais donc exécuter pour voir. D'abord, je dois enregistrer. Je vais donner à ça XO 4. C'est la correction de l'exercice 4 pour le contrôle. Je vais placer les commandes que j'ai besoin de placer tout au début, en mettant donc le clear all, close all, CLC. J'exécute. Il y a une erreur quelque part dans la fonction. F égale. À quel niveau donc on a une erreur? Comment? Exponentielle moins x au carré plus y au carré fois x. Regardons la formule. Non, pas ici. Moins qui porte sur l'ensemble. Moins x point. Comment? Là, on pourrait faire comme ça, mais si on met le moins, le tout entre parenthèses, ça marche. Mesh. C'est donc c'est au niveau de la fonction. Au niveau de la fonction qu'on a eu l'erreur. Refait. Ça marche. Voilà. On a obtenu ceci. Bien sûr, il a tardé à le faire parce qu'on lui a donné beaucoup de points. Si je diminue un peu le nombre de points en allant de 5 en 5, au lieu d'avoir 600 points, on n'aura que 300. 300 fois 300, ça fait 300 au carré. C'est beaucoup de points. C'est un nombre de points qui est élevé. Vous voyez, en fait, on a bien vu qu'il y a une
on est capable de dessiner donc des surfaces de ce genre. Ça donne raison que un peu on a deux bosses. Une bosse qui va vers le haut, et l'autre bosse, c'est ça, c'est une cavité qui va vers le bas. De x carré plus grand, il a fait par deux fois. Donc, une dimension, c'est pas très compliqué. Il faut juste savoir donc jouer à ce jeu avec MATLAB. Donc, on lui envoie les données correctement, en faisant les calculs correctement, en passant par les fonctions mathématiques, et en représentant correctement les données. Pour faire ça, tracer les courbes, on appelle les lignes de courant, ou bien les mèches. Je vais mettre C, mèche. C, mèche. Non? Mèche. Vous allez chercher de l'aide ici, sur mèche. Sinon, je vais aller le chercher dans mon cours. Mon cours. Je vais donc vers la partie, donc la dernière partie dans le cours. Ça parle de tracer. Pour voir quelles sont les fonctions avec lesquelles on pourrait tracer. Changement de repère ici. On a un petit exercice sur le changement de repère. Calculer les matrices de transformation homogène. Changement de base. Ça vous rappelle ici le paramétrage de l'air. Non. C'est ici. Alors regardez, on pourrait tracer avec contour ou bien mèche C. Mèche C. Regardez, je vais juste changer la même phrase que j'ai fait tout à l'heure. En mettant, au lieu de mèche, je mettrai mèche C. Mèche C. En mettant et la surface et les contours. Toujours X, Y, F. Mais je veux bien le faire sur une autre figure. Pour créer une nouvelle figure, vous n'avez qu'à taper figure. Je vais créer maintenant deux graphiques. L'une, ça va donner le résultat de tout à l'heure. Voici la première. Et l'autre, regardez qu'est-ce que ça va donner.
ça va donner la même formule, la même représentation, mais on a fait des projections sur le plan. C'est comme si on a vu par-dessus. On a vu qu'est-ce que les courbes vont créer. Ça créera des lignes. Alors, si j'agrandis, vous allez voir un peu l'effet. Vous voyez, en fait, on a fait des projections. C'est comme si on avait trouvé qu'est-ce que ça va donner. Vous avez un plan, le premier point au sommet. Vous obtenez un point. Ça, c'est vraiment important parce que ça peut par exemple être utilisé par les géologues pour montrer les niveaux, les altitudes. Donc, en réalité, un point qui se trouve au centre, c'est l'altitude la plus grande, ou bien la plus petite négativement, au niveau négatif. Ça, c'est dans tous les points qui sont situés à la même altitude. C'est des points qui sont situés à une même altitude. On fait des tranches. Et on donne le point et la courbe. On peut faire une autre courbe à travers laquelle on ne voit que les contours, que le plan. Justement, c'est la fonction contour. Regardez, je vais donc ajouter une autre figure. Chaque fois que vous voulez créer une nouvelle figure, placez la commande figure. Et cette fois-ci, je vais mettre contour x, virgule y, virgule f. Voici le résultat. Il est en train de calculer. Il fait le premier tracé, deuxième tracé, troisième tracé. Là, il a donné que le plan. Le plan, le résultat de la coupe. Ça doit être des cercles. Parce que cette distance n'est pas égale. Donc, si j'agrandis horizontalement, de telle sorte à avoir. Non, non, ce n'est pas des cercles, non. Vous pouvez comprendre pourquoi ce n'est pas des cercles? Il y a x carré, y carré, parce qu'ils sont multipliés par x. Ils sont affectés par x. Donc, ce ne sont pas des cercles. Ça serait parfaitement des cercles si j'avais retiré le x. Si j'avais fait comme ça serait parfaitement des cercles. Regardez, je recalcule. J'ai éliminé la composante x. Ici, d'ailleurs, on n'aura plus les deux creux. On ne va pas les avoir. Parce que comme c'est x carré plus y carré, donc c'est une fonction qui est symétrique. On obtiendrait la même chose pour x et pour moins x. Pour y et pour moins y aussi. Et là, c'est parfaitement des cercles. Regardez, en fait, on a créé trois figures. Bien sûr, cette figure, elle est complètement inutile. Même si on a tracé la projection, on ne va pas réussir à la voir. Il est bien en bas. Il est masqué, il est caché. Donc, il serait intéressant de tracer ces deux-là. C'est là où il fait plus chaud. C'est la température maximale. C'est clair? Au fur et à mesure que vous descendez, c'est une température plus petite. Et là, ça montre en quel point la température est maximale. C'est dans ce point-là. Vous éloignez du centre au fur et à mesure que ça diminue au niveau de température. Pour atteindre une température qui est petite. Donc, close all, ça ferme toutes ces fenêtres-là. Alors, si je mets ici x fois y, x multiplié par y multiplié. Attention, il faut faire point, point. J'ai changé la formule. Et par suite, je vais trouver aussi des représentations différentes. On a deux blancs et deux creux. Ils sont
Et c'est parfaitement symétrique. C'est aussi, c'est plutôt, on a une symétrie centrale autour d'un point. Il y a des symétries axiales, mais autour du point du repère, il y a une parfaite symétrie. On le voit bien là. Vous voyez, donc on est capable de faire des choses comme ça. Voilà, donc je vais arrêter à ce niveau-là pour aujourd'hui. La séance prochaine, donc je vais vous donner les éléments du langage et je vais vous donner les éléments sur le calcul matriciel. Ouais. On n'a plus de temps. Et ça s'impute à vous, pas à moi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vous qui... Par exemple, si je vais en parler à l'administration, ils vais voir. 4 heures. Là, non, non. On m'a dit que c'est difficile de prendre 3 séances de rattrapage, puisque vous avez aussi des examens, je suppose. Donc, on ne veut pas vous perturber. On laisserait par la suite.